Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, la pause d'art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. Suivez donc la pause d'art. Comme quoi, les Facebook, Instagram et tout, c'est vraiment des outils que bien utilisés. Oui, bien sûr. Moi, mes premières bonnes ventes que j'ai faites, c'était à travers les réseaux sociaux. Et je me demande même comment est-ce que ces gens-là ont fait pour me faire confiance, parce que c'était pas des gens peut-être qui sont au Cameroun, c'est des gens de l'extérieur et tout, qui m'ont constaté, j'adore ton travail et tout, j'aimerais en acquérir une, deux pièces et tout. Donc mes premières ventes se sont vraiment faites à travers les réseaux sociaux. Et donc comme tu dis justement, ça peut être un outil très essentiel pour un artiste aujourd'hui, la communication à travers les réseaux sociaux, en termes de visibilité aussi et d'ouverture au monde. Je crois qu'il y a aussi des projets même sur lesquels j'ai été sollicité parce que il y a des gens qui ont découvert mon travail sur ces réseaux-là. Mais ça aussi, j'espère que je vais pas oublier parce qu'il faudrait que tu nous en parles un peu plus. Parce que je crois que c'est important, surtout pour les jeunes qui arrivent aujourd'hui. Et même les moins jeunes, parce qu'il y a des artistes de ma génération. C'est vrai, moi, j'ai grandi avec Internet, mais qui ne sont pas autant présents sur Internet que ça. J'aimerais que tu nous parles quand même du concept qu'il y a derrière l'eau. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu cherches dans ça, dans cette matière-là, mais aussi comment tu arrives à matérialiser cette matière et tout le concept que tu as derrière. Je pense que premièrement, ce que je cherche dans cette matière, c'est quelque part mon rapport à cette matière-là, qui jusqu'à présent n'est pas toujours élucidé. Et donc, c'est un peu ça qui a structuré toute ma démarche lorsque je parle des rapports entre le corps et l'eau. C'est vraiment de comprendre les différentes nuances, les différentes relations qui peuvent exister entre ces deux éléments-là. Parce que lorsque je m'interroge, par exemple, sur mon enfance, par exemple, Bill Viola, lui, il a failli se noyer dans son enfance et qui a développé toute sa relation avec l'eau et sa façon de représenter la spiritualité de cet élément-là. Mais moi, j'ai eu une enfance totalement normale qui n'a pas une expérience traumatisante avec cet élément-là. Dans mes origines, même je viens de l'Ouest Cameroun, je viens pas du littoral comme les autres. Justement, donc dans presque tout mon être, il n'y a pas réellement d'éléments précis qui justifient en fait ma relation avec cet élément, ou bien mon attrait face à cet élément-là. Et donc quelque part, j'ai envie de me dire que c'est juste une sensibilité humaine, parce qu'après, moi, j'aime à dire que nous sommes juste des êtres aquatiques, en fait, qui marchons sur Terre. Donc, on a toujours gardé ce rapport ancestral à l'eau. Et donc, la sensibilité peut être plus développée chez d'autres plutôt que chez d'autres. Et donc, peut-être quelque part, c'est juste une sensibilité humaine. Mais dans mon développement, c'est justement questionner, en fait, les différents aspects liés à cet élément-là vis-à-vis du corps. Et donc, c'est par ça que je commence en fait ma toute première écriture en peinture qui justement transforme le corps en une espèce de réceptacle de tout l'univers marin, mais pas seulement de cet univers-là, mais également des réalités socio-écologiques que ce monde marin-là traverse, créant justement un rapport de symbiose entre l'humain et l'eau. Une façon de dire en fait que s'en prendre à l'eau, c'est s'en prendre à notre propre corps. Donc, pendant des années, j'ai eu à développer cette démarche-là, et justement l'eau était visuellement représentée dans mes compositions et dans mes corps. Donc esthétiquement même, c'était aussi une recherche qui m'intéressait bien, le fait de travailler toutes ces bulles d'eau là qui pouvaient être le symbole d'une forme de fragilité ou bien d'une bulle d'air, enfin qu'on veut cajoler et tout. Donc il y avait ce rapport là. Je pense que progressivement la connexion avec l'eau a été nourrie et a été influencé par des expériences quotidiennes. Donc, il y a déjà eu cette rencontre-là avec le travail de Bill Viola et Laurent Valera. Et ensuite, il y a par exemple eu la pénurie en fait d'eau potable, qui a été une expérience assez traumatisante parce que je ne m'y attendais pas. Tout à l'heure, par exemple, on parlait des questions de coupures. On disait, par exemple, dans les villes périphériques, on ne les ressent pas. Et c'est les coupures d'électricité. Oui, des coupures d'électricité. Et c'est presque pareil avec les coupures d'eau également. Moi qui avais vécu à Kumba et ensuite à Konsamba, on n'avait pas réellement de problème d'eau. Et donc, dès que je finis en Konsamba et que je m'installe à Douala, je tombe dans un quartier où
qui est complètement touché en fait par ce problème d'eau. Ouais. Et donc je fais pratiquement 1 an dans cette situation-là. et ça impacte notamment mon hygiène personnelle, ça impacte ma productivité même en tant qu'artiste, ça impacte mes relations sociales avec les autres et tout. Et donc, je décide d'en faire un projet d'exposition que j'avais présenté à Bolo en 2022. Ouais, justement. Et donc, ensuite, donc, il y avait eu cette expérience très sociale-là qui m'avait touché et qui m'avait justement permis de revoir un peu quel est le rapport que j'ai à l'eau, parce que avant, c'était vraiment quelque chose qui est très lié à la fantaisie, séduisant également. Mais là, j'étais sur une réalité très crue et très difficile aussi. Mais je voudrais savoir, mais techniquement aussi, comment tu travailles, par exemple, tes personnages? Est-ce que c'est issu... est-ce que tu les fais poser? Est-ce que ça vient de la photographie? Généralement, c'est un travail qui a 80% est un travail de mémoire. C'est vrai que Hervé Youmbi m'a toujours conseillé de faire poser les gens parce que ça devait me faciliter la tâche et tout. Mais j'ai souvent essayé et je me suis rendu compte en fait que ça liait pas avec ma façon de travailler, avec ma façon de peindre, ou bien avec ma sensibilité d'artiste. Je préfère travailler de mémoire généralement. Et quand il faut suivre, par exemple, un certain canevas ou bien une certaine image, c'est-à-dire la recopier textuellement et tout, ça devient barbant pour moi, ça devient ennuyeux et je me lasse facilement. Autant j'aime bien être devant une toile et avoir peut-être à la base une composition, une idée et laisser aussi les choses se passer, laisser des idées arriver pendant que je travaille, laisser retirer également des choses pendant que je travaille. J'aime bien cette liberté-là. Parfois, je vais par exemple avoir besoin de certaines images d'objets que je vais peut-être rechercher sur Internet, ou bien ce sont des objets que j'ai à la maison, je peux les filmer pour être sûr que je garde la bonne forme, ou bien la bonne texture et tout. Mais après, c'est vraiment plusieurs petites images comme ça que je recompose en fait sur l'image. Mais le personnage en fait que tu as à la fin, ce n'est jamais quelqu'un qui avait posé avec tous ces objets-là. C'est vraiment des ajouts, des trucs que j'ajoute, Et maintenant, pour la texture même du corps, il y a cette façon de travailler, par exemple, les ombres et les lumières sur le corps pour créer des volumes. Lorsque tu travailles lorsque tu es sur un travail réaliste. Et donc, moi, lorsque je développais, en fait, cette écriture-là, j'avais besoin de transparence. Donc, je ne pouvais pas appliquer les mêmes techniques que sur un travail réaliste normal. Donc, il fallait que sur certaines zones d'ombre, je les remplace par des lumières et que j'élimine complètement certaines ombres pour que ça crée cette transparence-là, pour qu'on ait l'impression de voir au-delà du corps. La pose d'art. De la technique que tu as développée autour de ça, j'ai trouvé vraiment... pour moi, c'est fascinant parce que avec ton travail, tu suggères un volume que finalement, nous, les regardeurs, on finit par retrouver dans le travail en éliminant des fois des ombres d'ombre ou en remplaçant les ombres d'ombre par les lumières. Mais par contre, je t'avoue que ton travail à Bolo m'avait beaucoup surpris. Et quand je dis surpris, c'est pas dans ce qui peut être une critique, c'est cette dominance de jaune-là. Tu vois, il y avait quand même cette... Non, tu as connu comme le mec du bleu, tu vois. Mais ça n'a rien enlevé à la pertinence du travail et encore moins à la qualité du travail, tu vois. Mais moi, ça m'avait surpris, quoi. Et je me suis dit, le mec, il ne s'enferme pas dans quelque chose, tu vois. Il est dans la quête d'un truc, mais il ne s'enferme pas dans quelque chose. Et encore, ce que tu as développé plus tard, bref, me prouve que j'ai pas eu tort de penser comme ça. Mais déjà, pourquoi cette dominance de jaune dans ce travail-là? En fait, je me rappelle du travail. Je crois que la série c'était intitulé Intimité. Et justement, c'était des autoportraits de moi qui parlaient en fait de mon rapport en fait au manque d'eau. Et c'était justement parce que tu connais le climat de Konsamba, il est frais et tout. Et à Kumba, c'était presque le même climat. Et donc moi, je m'installais à Douala dans un climat très chaud. Et donc je voulais représenter cette vibrance-là, cette chaleur-là dans mes travaux. Et justement, c'est pour ça que j'ai utilisé ce jaune-là, quelque chose de très éclatant, de très frappant, dans laquelle, en fait, finalement, le corps est presque... il est happé, happé, en fait. Il disparaît, justement.
Et ouais, c'est juste pour ça en fait que j'ai utilisé ce jaune-là, parce que ça me rappelait les tonalités dans lesquelles je vivais à cette époque-là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, très intelligent. Et quand tu m'en parles, encore plus, quoi. C'est génial, ça. Mais dis-moi, juste de mémoire, moi, j'ai le sentiment, je peux me tromper, j'espère que c'est pas le cas, que ta première exposition solo, est-ce que c'est l'expo que tu avais faite au CIPCA? Non. Je n'ai pas fait d'exposition solo au CIPCA. Ta première, c'est le Goethe Institut. Goethe Découverte. Oui. Au CIPCA, c'était dans le cadre du Ravi. Du Ravi, avec Landry Bassi. D'accord, génial. Mais déjà, pour moi, je trouve que ça peut être intéressant de nous parler aussi de comment tu as vécu ton premier solo. Quelles sont les choses qui t'ont animé pendant la préparation de ça? Quels sont les doutes qui ont été les tiens? Parce que pour nous, des fois, les artistes, je t'avoue que les expositions collectives, on est safe, quoi. Ouais, c'est un peu rassurant parce que tu n'es pas... On est safe, tu vois. Mais solo, parle-moi un peu de ça, s'il te plaît. Ce qu'il faut dire, c'est que tout commence, par exemple, quand c'était toujours en 2020. Je n'avais pas encore soutenu et j'ai vu l'appel à candidature. Je crois quand même que l'année qui venait avant 2019, je crois que j'étais à Yaoundé et Aurélie tenait son exposition dans le cadre du Goethe Découverte, justement. Aurélie Djena. Oui, Aurélie Djena. Et j'étais allé voir son exposition et moi j'avais trouvé ça super intéressant et tout. Donc j'avais un peu gardé le souvenir de ce qu'elle avait fait et aussi de l'audace que présentait son projet, parce que c'était quelque chose de super intéressant, cette installation qu'elle avait fait là et tout. Et donc moi, quand je pensais Goethe Découverte, je voyais une plateforme très importante, en tout cas pour un artiste. Et donc l'année qui a suivi, ils ont relancé l'appel à candidature. Moi, j'ai vu l'appel à candidature. Je crois que c'est même Vanina Capé qui m'a envoyé cet appel-là. Moi, je lui ai dit que non, je pense pas que je sois déjà assez prêt pour postuler à ce genre de concours. Mais de toute façon, essaye quand même, on ne sait jamais. J'ai dit ok, j'ai essayé. Et à ma grande surprise, j'ai été présélectionné. Et donc, il fallait aller à Yaoundé présenter un truc. Et je me suis mis à faire des croquis, faire des études en couleur. Je crois que la veille de ce jour-là, toutes ces nuits-là, je n'ai pas dormi parce que je travaillais dessus. Je me disais, qu'est-ce que je vais bien montrer à ces gens-là? Mais après, donc, j'ai voyagé, je suis arrivé, j'ai confronté le jury, j'ai un peu parlé de mon travail, avec quelques petites hésitations quand même, parce qu'à ce moment, tu n'es jamais très sûr de toi. Bien sûr, on débute. Ouais, justement. Donc, j'ai quand même parlé, j'ai développé un peu mon idée. Et après, donc, les résultats sont tombés, j'étais sélectionné, j'étais super content et tout. Mais après, j'ai eu un coup de peur quand même, parce que je me suis dit, tiens, ça veut dire que maintenant, il va falloir que je relève en fait le défi, que je propose quelque chose à la hauteur de ce que Aurélie avait proposé. Mais qu'est-ce que je suis dans le pétrin, en fait. Et donc, directement, je suis allé voir Hervé Youmbi. Je dis que tiens, voilà, ça a marché et tout, pardon, il faut qu'on travaille ensemble. Oriente-moi, aide-moi à structurer mes idées et tout. Et je crois que pour ce prix-là, j'avais droit à travailler avec deux mentors. Donc, j'avais sollicité Hervé Youmbi et Salif Foulindo. Salif Foulindo, je ne l'avais jamais rencontré avant, je n'avais jamais travaillé avec lui. Et donc, pourquoi bon avoir fait appel à son mentor? En fait, parce que j'avais parlé avec Hervé Youmbi et donc, on était parti sur la base de faire une installation immersive. Et donc, lui m'avait dit que il me conseillerait bien de travailler avec Salifou parce que Salifou, c'est quelqu'un de très manuel, c'est-à-dire qu'il aime fabriquer des choses, il aime manipuler les choses et tout. Et dans le cadre de ce projet, c'est justement, il me serait très utile. Et vu que moi-même, je suis quelqu'un de très manuel, je pense qu'il y avait une certaine connexion. Et donc, quand je lui ai fait la sollicitation, heureusement pour moi, il a accepté. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Donc, j'avais quand même deux géants qui m'accompagnaient. C'était un peu rassurant parce que tu savais que, bon, de toute façon, même si je floppe, je peux pas flopper à un certain niveau. C'est ça, ils vont te rattraper. Oui, ils vont me rattraper. Il y avait quand même ces deux-là qui m'accompagnaient. Mais après, c'était aussi la première fois que j'avais à gérer un projet et à gérer un budget. Et c'était une question assez délicate parce que justement, il fallait penser à toutes les étapes du projet. Il fallait vraiment savoir comment planifier l'argent, anticiper les choses. Je crois qu'à l'époque, j'avais travaillé aussi avec quelques cadets académiques. Comment est-ce que tu les gères également? Comment est-ce qu'ils se sentent? Comment est-ce qu'ils ont envie en fait de t'aider dans ton projet? Comment est-ce que tu crées la discussion en atelier et tout? Il y avait tous ces petits détails-là qu'il fallait, que c'est sur le tas que j'ai un peu appris. Mais heureusement pour moi, c'était aussi des personnes avec qui je m'entendais très bien. Donc ça passait aussi vite. Et après, je pense que la phase la plus difficile a été la phase d'implémentation c'est-à-dire dans la salle de l'exposition. Parce que on avait déjà fait une première visite avec Salif avant. Dans le Goethe, c'était chargé de peindre. Et donc, on est arrivé sur place.
il fallait donc créer une scénographie, il fallait créer l'installation, il fallait que les œuvres, la salle était très grande, et il fallait que les œuvres n'aient pas l'air, ne pas être suffisantes dans l'espace et tout. Et c'est à ce moment-là que Hervé Youmbi, avec toute son expérience, c'est là où tu comprends que les gars, ils ont du background. Ils ont mouillé le maillot depuis longtemps. C'est-à-dire, en 2 temps, 3 mouvements, il avait tout conceptualisé, tout structuré et tout. Et donc, on a quand même échangé dessus, sur la vision générale, parce que ça devait normalement être un truc immersif. Et le fait que la salle était aussi presque au rez-de-chaussée, au sous-sol même de l'immeuble, ça faisait vraiment qu'on avait cette impression d'entrer dans quelque chose et tout. Et c'est super intéressant. Et donc, l'une des choses, par exemple, dont on a été confronté, c'était déjà l'architecture même de la salle, comment on devait jouer avec. Et aussi, il y avait des endroits de la salle qui avaient été attaqués par la moisissure. Parce qu'au départ, je n'avais pas forcément prévu faire des interventions sur le mur. Mais quand je suis arrivé, l'idée c'était juste d'avoir des murs bleus, d'avoir des œuvres qui communiquent avec ce bleu-là. Mais quand je suis arrivé et que j'ai vu que certains endroits du mur avaient été touchés par la moisissure, pour moi, ça ne pouvait pas marcher dans l'exposition. Et donc, j'ai commencé à transformer ces moisissures-là en faisant des dessins dessus et tout, des dessins aquatiques. Et donc, j'ai juste étendu ça sur tous les autres murs de la salle. Ça a créé donc toute cette ambiance-là. Et c'était plutôt intéressant. C'était réussi. Moi, ça m'avait bluffé. Voilà. Complètement. C'était très réussi. Et donc, c'est un peu comme ça que les choses se sont construites. Mais j'ai quand même eu beaucoup de soutien aussi, que ce soit Wagner, Scotchy, enfin plusieurs camarades qui étaient là, qui ont travaillé avec moi. Et je me rappelle, c'est la veille du jour, les choses n'étaient pas encore prêtes. Et on était là tous fatigués. Ils m'ont dit, va te coucher, nous on va continuer. Et je me suis réveillé peut-être vers 4 heures, là, ils étaient c'est-à-dire ils étaient abattus tous au sol, ils avaient travaillé toute la nuit. Et c'était vraiment un moment très marquant pour moi. De voir à quel point tu peux être soutenu par des camarades. Il y avait Grâce Dorothée, il y avait Dimitar, enfin, il y avait plusieurs personnes qui étaient avec moi. Et donc, c'était vraiment quelque chose que je n'ai pas construit seul. Je pense que ça peut aussi se voir dans la qualité du projet, que c'était plusieurs personnes en fait qui s'étaient rassemblées pour pouvoir produire cela. Et après, ça a eu l'impact que ça a eu. Et heureusement, ça a aussi permis que je puisse me lancer financièrement en tant qu'artiste, parce que c'était aussi un bon projet qui était totalement financé par le Goethe, mais également, ça m'avait permis de faire plusieurs ventes qui m'ont permis de justement venir m'installer ici à Douala et tout. Donc, c'était une expérience incroyable pour moi, qui est vraiment quelque chose que je cite à chaque fois que je vais parler de mon parcours. Non, mais c'est génial ça. Moi-même, j'étais allé voir, j'étais même au vernissage, si j'ai bonne mémoire, de ce projet-là. Et vraiment, j'avais été bluffé, quoi. Surtout venant de quelqu'un qui sort des beaux-arts, tu vois, c'était du très bon boulot. C'était du très bon boulot. Et après, a suivi ta monstration dans l'expo collective du Ravi, où tu avais pu rendre ta participation vraiment identifiable. Et ça, j'ai beaucoup aimé, tu vois, cette intervention sur l'ONU. Je me souviens encore très bien de ça. La pause d'art. Quelle est justement aussi ta relation avec les commissaires d'exposition? Comment tu travailles avec eux? Que ça soit à ce moment-là ou même maintenant, comment ça a évolué, quoi, tu vois? Je trouve que c'est une question qu'on ne demande pas souvent aux artistes, mais qui manque dans l'accompagnement des plus jeunes, tu vois, de comment ils peuvent se préparer, comment on peut travailler avec un commissaire afin que le commissaire ou le directeur artistique d'ailleurs ne soit pas trop présent dans notre travail. Parce que j'ai vu ça chez d'autres artistes où vraiment tu voyais le travail de l'artiste, mais tu pouvais identifier la présence du commissaire d'exposition ou du directeur artistique du projet. Je pense que le premier commissaire peut-être officiellement avec lequel j'ai travaillé, c'était Landine Bassi, dans le cadre justement des Ravis. Et la relation avec lui avait commencé avant, justement par les réseaux sociaux, quand j'avais commencé un peu à poster mon nouveau travail et tout. Et il m'avait écrit pour me dire qu'il va suivre en fait le travail parce qu'il aimait beaucoup ce travail-là. Et à l'époque, on entendait Landine Bassi, on savait que c'était quelqu'un de lourd et tout. Donc directement, ça m'avait beaucoup fait plaisir de garder contact avec lui. Donc j'ai juste continué à produire. Et donc, quand les Ravis sont arrivés, il m'a donc contacté pour me dire qu'il a dans ce projet-là et
si ça m'intéresserait de proposer quelque chose pour l'exposition. Bien sûr que j'étais intéressé. Voilà. Et donc, j'ai commencé donc à réfléchir à une proposition, à quelque chose que je vais faire et tout. Et ce qui était intéressant avec Landry, c'est que il écoutait quand même ce que tu as à dire. C'est-à-dire que malgré le fait que j'étais très jeune à l'époque, dans ma démarche, dans ce que je proposais, il restait à l'écoute. Il n'essayait pas de m'imposer en fait sa façon de voir. Il essayait de comprendre la pertinence de ce que j'ai envie de dire, même si j'utilisais pas les meilleurs termes en fait. Ouais, justement à cette époque, il essayait de chercher la pertinence de ce que j'avais à dire. Et c'est une relation qu'on a gardée après ce projet-là. Et donc je lui ai fait cette proposition-là. Et donc, on en a un peu parlé, je lui ai un peu dit ce que j'avais en tête et tout. Et donc, quand je suis donc arrivé, je crois que c'est peut-être 3 jours avant l'exposition, parce que je lui avais juste envoyé les œuvres. Et donc, 3 jours avant l'exposition, j'ai eu l'idée de faire un prolongement sur les murs. Donc, je lui ai écrit pour lui demander si c'était possible. Il n'a pas été réticent. Il m'a juste dit que bon, écoute, on va discuter avec Fabiola, qui est la responsable de l'espace. Et si elle est ouverte à l'idée, pourquoi pas? On va rêver, on va faire des folies, on va voir ce que ça donne, quoi. Mais il était un peu fou comme moi. Et ça. Exactement. Et donc, heureusement pour nous, Fabiola a également été ouverte à l'idée. Et donc, ça a fait que je me suis un peu lâché. Ça a créé ce que ça a créé. Non, mais c'était génial. Exactement. Et donc, je pense que c'est un peu ça la relation que j'ai toujours eu avec les commissaires. Parce qu'après ça, il y a Petite Bella qui est justement la directrice de la galerie Bolo, avec qui j'avais déjà commencé à discuter de temps en temps lorsque j'assistais à des vernissages là-bas. Et donc, elle a regardé un peu mon travail. Et donc, elle m'a sollicité pour un projet. Et donc, on a justement commencé la conversation. Et donc, j'avais rédigé tout un projet que je lui avais soumis. Elle a lu, on a échangé. Et justement, je pense qu'elle aussi, elle était dans la démarche de m'accompagner en fait dans la réalisation de mon idée, plutôt que de m'imposer en fait une façon de voir. Mais bien sûr, c'était, il y avait par exemple des critiques qui étaient faites, mais vraiment des critiques constructives. J'aimerais qu'on aborde aussi un plan du travail qui permet à l'artiste de vivre la relation avec l'argent. Mais pardon, je dirais plus la relation avec les galeries. Comment c'est arrivé pour toi, Arnold? Comment les galeries se sont approchées de toi et comment tu as réagi, comment tu as géré ta relation avec la galerie? Je sais par exemple que tu as fait une belle exposition avec la Galerie Personne. Christophe Personne. C'est-à-dire, comment tu as géré ce moment-là? Je crois que quand même, mon petit parcours avec quelques espaces ici au Cameroun m'a quand même préparé à cette réalité internationale-là. Parce que justement, Bolo, c'est une galerie. Et donc, elle m'aborde au-delà de toute la conception, bien de la production du travail. Il y a également la question de la vente. Tu sais, sans vouloir te couper, Bolo, pour moi, Edith, ce n'est pas une galériste. Pour moi, Edith, c'est une maman. C'est quelqu'un elle a compris, et ça très vite, que tu ne peux pas exister comme une galerie chez nous. Quand je dis chez nous, c'est en Afrique, tu vois. En fait, Edith, pour moi, Bolo, c'est un centre d'art. Je vais dire déguisé gentiment en galerie, tu vois. Parce qu'après, je suis certain que si un mec juste centre d'art Bolo, nous, on va l'envahir. En fait. Tu vois, on va l'envahir. Donc, mettre galerie, ça fait un peu, il y a certains qui disent, bon, moi, j'y vais pas, comme n'importe comment, tu vois. C'est ça, quoi. Pour moi, c'est autre chose. Par exemple, je t'avoue, le jour où tu auras, par exemple, tu seras approché par des personnes comme chez MAM, de la galerie MAM, tu vas voir la différence. Et je dis pas que ce sont des gens à éviter, mais ils ont un autre discours, un discours qu'ils assument, qui peut être perçu comme un discours capitaliste, mais qui est assumé. Et ça aussi, je respecte. Bien sûr. Donc, je te laisse continuer, s'il te plaît. C'était juste pour marquer ça. En fait, le rapport avec Bolo, c'était surtout sur la question financière, sur les questions des pourcentages et tout. Parce que généralement, les artistes qui collaborent avec des galeries, généralement, c'est du 50-50. Chacun a sa part de responsabilité dans le contrat. Et donc, moi, mes premiers 50-50, justement, c'était avec Bolo que ça s'est passé et tout. Après ça, il y a eu des galeries étrangères. C'est-à-dire qu'il y a eu des galeries étrangères qui m'ont aussi contacté. Je crois que pendant ces années, avant que je ne commence par exemple à travailler notamment avec Christophe Personne, avant ça, je me suis toujours dit que, parce que
c'est un peu le conseil aussi que les élus nous donnaient, c'est de ne pas travailler avec une galerie qui va te pousser à avoir un travail forcément commercial et tout. Et donc, j'avais un peu cette appréhension-là quand je me faisais approcher de regarder, par exemple, le type de galerie avec qui je devais collaborer et tout. Okay. Moi, je restais OK. Si c'est une galerie qui, par exemple, me propose un bon projet d'exposition et qui, après, veut ses 50%, qui gère, par exemple, les questions de transport, les questions de communication et tout ça. Moi, des projets classiques comme ça, moi, ça m'arrangeait. Et donc, lorsque ça vient, par exemple, à la question de la représentation, c'est là où je devenais un peu plus regardant sur ce que la galerie peut m'apporter, sur le type de galerie, sur le parcours, comment est-ce que ça va construire, moi, ma carrière et tout. C'est bien que tu fasses le distinguo parce que nous ne sommes pas nombreux. Les artistes qui sont conscients du fait que la galerie peut te proposer juste un contrat d'exposition et tout comme elle peut te proposer un contrat de représentation. Et selon le contrat proposé, c'est vraiment deux démarches différentes. C'est très différent. Il faut faire très attention. Et aujourd'hui, on a de plus en plus surtout orienté vers l'Afrique. Et ça, c'est quelque chose pour laquelle moi, j'ai vraiment envie de militer. Il y a beaucoup de galeries en Occident qui ne proposent que des contrats d'exposition aux Africains. Et ça, si l'artiste n'est pas suffisamment intelligent et travailleur pour bosser dur, sa carrière va stagner. En fait. Parce que la galerie ne prend que le bon jus de toi et le reste, il n'en a rien à cirer. Voilà, il ne va pas te développer, il ne va pas vraiment communiquer sur toi, etc. Quoi. Et c'est justement ça, parce que plusieurs de ces galeries-là, comme tu as dit, prennent juste le bon jus, se limitent à un produit particulier qui les intéresse et que peut-être elles peuvent vendre et tout, sans forcément s'intéresser peut-être à tout le processus de ta démarche, ni à comment le construire, ni à comment le revendiquer même des fois et tout. C'est ça. Et donc, c'est justement ces questions-là qui, généralement, me faisaient regarder avec beaucoup d'attention les différentes sollicitations que j'avais. C'est vrai que je n'en avais pas aussi tellement beaucoup, mais il y avait certains contrats que je recevais. Par exemple, je peux le faire lié à Edith ou bien je peux le faire lié à Eve Yumbia, des personnes qui ont l'habitude justement qui ont cette expérience-là pour savoir si ça valait la peine. Et donc, il y a plusieurs contrats que j'ai dû refuser parce que justement, ça ne tenait pas la route et tout. Et donc, l'idée, c'était juste de continuer à faire des petits projets éphémères ou bien ponctuels avec des espaces qui étaient intéressants. Mais quels sont, selon toi, les pièges à éviter? Il y a déjà les deux contextes. Il y a le contexte où la galerie t'approche pour une exposition, on va dire, ponctuelle, pour une exposition collective, des trucs comme ça. Et je pense que là, c'est généralement des contrats très classiques, c'est-à-dire qu'on a un projet d'exposition, on veut tel nombre d'œuvres sur telle thématique et enfin on va partager les pourcentages comme ça. Donc c'est juste se rassurer que dans ce type de contrat là que tous les parties soient OK justement sur ces questions là et aussi peut-être à la limite réfléchir sur le type de projet que la galerie est en train de te proposer. Est-ce que c'est vraiment un projet qui rentre peut-être, ou du moins ce qui va servir la démarche que tu es en train de développer dans ton travail, c'est-à-dire l'exposition, la thématique. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans lequel ton travail sera épanoui ou bien aura un certain impact? Bon, ça, tu peux le regarder, mais après, généralement aussi, on collabore parfois avec des galeries parce que c'est aussi possibilité de vente et tout ça. Tout à fait. Ça fait qu'il y a des détails parfois sur lesquels on est un peu moins regardant et tout. Okay. Et je pense que ça peut passer quand c'est aussi une galerie qui est honnête. Donc ça, tu faut aussi regarder par exemple, le nombre de temps que la galerie a existé. Okay. Par exemple, si tu reconnais par exemple un artiste, tu peux contacter. Oui, qui a travaillé avec cette galerie-là, généralement le contacter. Moi, c'est souvent ce que je fais. Je contacte peut-être un artiste peut-être que je connais et qui a travaillé à la galerie, pour lui demander un peu comment ça se passe. Peut-être certains seront sincères, d'autres pas, mais au moins tu auras une certaine perspective. Exactement. Tu fais une petite enquête pour savoir en fait si c'est que ça va être bien, parce qu'il y a certains par exemple qui, même pour des petits contrats comme ça, par exemple la galerie qui est censée gérer le transport des œuvres aller-retour, une fois que tu as envoyé les œuvres, après ça devient très compliqué de les récupérer et tout. Donc et surtout pour nous ici en Afrique où les questions de transportation peuvent être compliquées. Plusieurs abandonnent les œuvres comme ça et les galeries malhonnêtes peuvent par exemple utiliser ça dans leur fonds, revendre plus tard et après l'artiste n'a rien. Donc il y a ces questions-là qu'il faut voir. Mais c'est quelque chose sur lesquels vraiment moi je suis très regardant et je sensibilise beaucoup les artistes par rapport à ça. Il y a quelque chose qui de plus en plus revient à la mode. Je dis revient à la mode parce que ça existait à l'époque déjà. Et je dis, c'est-à-dire ces résidences qu'organisent les galeries
C'est-à-dire ta galerie, elle te fait venir, une galerie, même pas de la tienne, une galerie, tu as un contrat d'exposition, elle te fait venir en Occident, elle t'enferme dans un espace pendant 1 mois, tu produis, et après tu fais une belle exposition, des fois avec un catalogue et tout, tu rentres dans ton pays après, et justement, la question des œuvres qui doivent revenir chez toi se pose. C'est hyper dangereux. Et je dis c'est vieux comme le monde, bon, peut-être pas comme le monde, parce que c'est ce qu'a vécu Basquiat chez sa galériste en Angleterre, où on l'a enfermé, je ne sais pendant combien de semaines, dans un sous-sol, une cave. Il a produit comme une machine, tu vois. Et après ça, on sait ce qui a découlé pour lui. Donc c'est pour dire, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Premièrement, et de deux, même la question du pourcentage. Parce que une galerie, je vois par exemple, moi, on m'a proposé plus d'une fois des expositions des contrats d'exposition en galerie où on me disait encore 50-50. J'ai dit, mais moi, je suis d'accord à te donner 50-50 si nous sommes en représentation, parce que tu fais un investissement sur moi, tu vois. Tu vas me faire des catalogues, tu vas te débrouiller pour que je trouve comment on appelle ça, des résidences un peu prestigieuses. En fait, tu investis sur moi. Mais moi, là, au Cameroun, me suis levé un matin, je suis allé, je sais pas, à l'Olodorf, j'ai fait des photos, j'ai payé tout de ma poche, ou bien j'ai même été soutenu dans le cadre de l'Olodorf par un autre espace. Et toi, tu veux prendre 50 comment, mon frère? Tu vois, donc, en fait, ce sont ces choses-là auxquelles il faut faire attention. Mais après, je me dis, oui, nous en Afrique, des fois, on croit que nous sommes tellement dans une sorte de précarité qu'on se dit, on laisse faire, on dit que bon, après, ça peut déboucher sur quelque chose, machin. Mais c'est hyper dangereux parce que finalement, ces personnes-là ne vont jamais comment je vais dire, on ne va jamais rejoindre la norme qu'ils appliquent déjà chez eux, tu vois. Parce que Arnold, c'est la même acrylique que vous utilisez. C'est-à-dire, il n'y a pas une acrylique qui est destinée à l'Afrique. C'est la même acrylique. C'est la même chose. Donc, pourquoi là-bas, c'est autre chose et ici, c'est pas... Voilà. Donc, moi, ce sont des choses vraiment auxquelles j'essaie de faire attention et... quand on me propose, et aussi je fais comme toi, c'est discuter avec un salifou, que bon voilà ce qu'on me propose, discuter avec des aînés pour qu'ils puissent aussi vraiment nous conseiller, quoi. À suivre donc la pause d'art. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.